Mais en fait, Richard, je vais te dire, peut-être que c'est le fait de ne pas être journaliste, de ne pas être, on va dire, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly soulève la coupe. Donc je pense que c'est comme Iliman Ndiaye qui peuvent apporter un peu cette folie dont on a besoin pour retrouver un peu l'ADN du football sénégalais. Salut à tous, salut à la communauté. On se retrouve une fois de plus sur le podcast Le Cercle, sur Sport News Africa. Vous connaissez la musique maintenant sur tous les réseaux, notamment sur YouTube pour nous voir en vidéo comme vous faites actuellement. Sinon aussi sur tous les réseaux de SNA, que ce soit Instagram, Facebook, X et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, un podcast un petit peu spécial parce qu'on a délocalisé à Dakar pour rencontrer un invité de choix. Mais en tout cas, comme d'habitude, je suis accompagné de Richard Naha. Bonjour Richard. Bonjour, bonsoir. Première fois au Sénégal. Oui, je pense que je pense déjà à ma reconversion en restant ici au Sénégal. À Dakar. À Dakar, parce que je suis arrivé, j'ai vu, j'ai apprécié, je repars conquis. Voilà. Bon, mais en tout cas, tant mieux. Richard, aujourd'hui, on a un invité qui a un riche parcours. Un très riche parcours. C'est incroyable. En préparant cette émission, je me disais, il y a des fois des gens qui voudraient vivre plusieurs vies dans une vie. Oui. Lui, c'est un petit peu ce qu'il a réussi à faire. Ah, ça. Parce que maintenant, c'est un consultant foot émérite à la télévision sénégalaise. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de choses. Oui. Notre invité, c'est le docteur Mohamed Gandour. Bonjour Mohamed. Bonjour Mansour, bonjour Richard. Et bonjour doc. Et puis oui, c'est vrai que des fois, on aimerait avoir plusieurs casquettes. Et puis je vais dire merci à la vie qui m'a permis de pouvoir avoir plusieurs casquettes. Mais j'ai eu ces plusieurs casquettes, c'est parce que sans vous jeter de fleurs, c'est parce que j'étais entouré de gens comme vous qui m'ont donné l'envie et qui m'ont donné la force de pouvoir continuer dans des choses tout à fait différentes par rapport à, on va dire, à ma profession naturelle. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que voilà, maintenant tu es consultant, mais tu as aussi un travail qui te prend beaucoup de temps à côté, c'est la pharmacie. Ouais. D'ailleurs, en présentation, j'ai dit le docteur Mohamed Gandour. Ouais. Docteur, c'est pour quoi? C'est pour le côté pharmacien ou c'est pour l'expertise à ballon rond ou c'est pour un peu tout? Mais on va dire, en fait, ce qui est bien, on parlait de la vie, on parlait de ce qui se passe, on parlait des événements qui viennent, qui se suivent. Et puis moi, j'ai une phrase que j'aime bien et que je dis un peu à tout le monde, à tous ceux qui veulent m'entendre, c'est que le hasard n'existe pas. En fait, c'est juste un mot que l'homme a inventé pour donner une explication humaine à, on va dire, une action divine. Donc c'est ça. Donc docteur, oui, j'ai fait mes 6 années de pharmacie ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je suis diplômé, docteur en pharmacie, spécialité biologie. Et puis au fur et à mesure, bon, le sport c'est une passion, le football c'est je dirais même plus c'est une passion, c'est un amour pour moi. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, que je commençais à introduire ce milieu, d'abord sur le terrain, après derrière l'écran, derrière les micros. Donc ce qui fait rire, c'est que beaucoup me connaissent comme docteur en pharmacie parce qu'ils connaissent ma profession, parce qu'ils me connaissent. Ceux qui ont appris à me connaître ou ceux qui m'ont connu derrière le petit écran me disent que vous êtes docteur en football. Donc je dis non, mais bon, ça n'existe pas, docteur en football. Mais justement, j'allais te poser la question. Oui, donc, mais ça me fait plaisir parce que c'est comme si c'était une reconnaissance par rapport à ce que je fais, par rapport aux analyses, par rapport aux critiques, par rapport aux commentaires, par rapport à tout ce que j'apporte pour le foot et surtout pour mon pays, parce que en dehors de tout ça, c'est cette fibre patriotique qui me pousse à être derrière mon équipe nationale et qui fait en sorte que voilà, ça me tient toujours en haleine et ça me donne toujours envie de pouvoir apporter ce que je peux pas apporter sur le terrain dehors pour qu'on puisse être toujours numéro 1 en Afrique, un peu pour taquiner Richard. Doc, je vais dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être reçu par le docteur Gandour. Il m'a montré des fiches. Des fiches, hein. Je veux poser la question, Doc, d'où te vient cette passion? D'où tu tires cette passion? Ben, Richard, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le football très tard. J'ai commencé vraiment le football, on va dire, à 19 ans. 19 ans ou 20 ans.
Tard, pourquoi? Parce que j'étais dans un autre sport. C'était toujours un sport de ballon, mais j'étais gardien de but de handball. Ah ouais? J'ai commencé comme gardien de but de handball. Et le football, en fait, c'était surtout pour accompagner les amis, les copains, parce que tout le monde jouait au foot, mais tout le monde ne jouait pas au handball. Exactement. Donc, ce qui fait que les week-ends, pendant les vacances scolaires, j'avais pas vraiment des personnes, des amis qui partageaient ma passion pour le handball. Donc, le handball, c'était, Mansour doit se rappeler de cette époque au Sénégal, on avait les championnats UASU, c'était les championnats inter-écoles. C'est là où, et c'est dommage qu'on n'ait plus ces championnats-là, parce que de là aussi, on a eu beaucoup de jeunes joueurs qu'on a pu découvrir et qui ont pu se former, que ce soit pour le foot, pour le basket et pour le handball. Donc le football est venu bien tard dans ma vie de sportif. J'étais plutôt, on va dire, handball, boxe, voilà, des sports un peu comme ça. Le football, c'était pour accompagner les amis. Et puis par hasard, une fois, je vais revenir aux fiches, par hasard, on avait un championnat qui s'est déroulé ici au Sénégal, aux Almadies. Maintenant, tout est construit. Il y avait un super terrain de 11-11. Et il y avait une équipe qui n'avait pas de gardien de but et ils devaient jouer un dimanche après-midi. Ils avaient le match en première heure. Et puis ils appellent mon grand frère en lui disant mais ton petit frère n'est pas gardien. Il leur dit oui mais c'est un gardien de hand. Donc nous on n'a pas de gardien et puis on veut pas perdre pas forfait. Donc il n'a qu'à venir et on va voir. Et puis je suis venu, je n'oublierai pas ce match parce qu'on joue contre le premier de ce championnat-là justement et puis on gagne 3-0 et je fais un match incroyable. Je sais pas si c'était la chance du novice, mais je fais un super match et c'est de là où m'est venue la passion du football. Après, pour revenir aux fiches, en fait, les fiches, c'est, comme on dit, une chose apporte l'autre. Donc, dans la vie, il faut savoir que on se retrouve dans des endroits, on se retrouve avec des professionnels, et on est dans le devoir de respecter, pour moi, en fait, c'est ça ma vision de la consultance et de l'analyse. On est dans le devoir et dans l'obligation de respecter ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai que je le fais pour moi, je le fais par passion, mais je le fais surtout par respect pour le Sénégalais lambda ou le téléspectateur, quel qu'il soit dans le monde, qui prend 10 à 15 minutes d'allumer sa télé ou d'allumer sa radio pour m'écouter et me regarder, et je me dis, je dois donner le meilleur de moi-même pour que cette personne-là soit satisfaite. Donc c'est surtout ça qui m'a amené, quand je suis arrivé dans la consultance, on reviendra peut-être sur le parcours, qui m'a amené à avoir, on va dire, une logique scientifique dans la préparation de mes émissions. Je suis pharmacien. Quand on dit pharmacien, on parle de chimie. Et quand on parle de chimie, on parle de réaction chimique. Et quand on parle de réaction chimique, on parle des ingrédients, on parle du matériel que vous devez utiliser, les tubes à essai, les éprouvettes, les catalyseurs, pour que cette expérience soit réussie et qu'elle ne vous explose pas au visage. C'est surtout ça. Donc quand je suis arrivé dans la consultance, je suis arrivé dans un milieu où il y avait des journalistes, où il y avait des consultants aguerris, où il y avait des téléspectateurs qui avaient l'habitude de voir des personnes qui avaient du bagage, qui avaient de l'expérience, qui connaissaient le football. Donc je me suis dit, par respect pour tout ça, et par respect bien sûr pour le téléspectateur et pour la personne qui a envie de m'écouter ou de me regarder, il fallait que je donne le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'était de préparer justement ces émissions, de préparer ces matchs-là. Donc c'est là, Richard, où on arrive aux fiches qui me permettent de préparer les équipes, les joueurs, savoir ce que je vais faire. Ce qu'on va dire, on va le dire pendant les 90 minutes, pendant les 120 minutes. Après, ça va être du feeling, ça va être de la passion, ça va être de l'intelligence, ça va être tout ce qui fait que vous donnez envie aux gens de vous écouter. Et on peut ne pas être d'accord avec vous, mais on peut vous écouter aussi. Mais par contre, il faut donner le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi-même, on le prépare. Donc, j'ai un livre que j'aime bien. C'est le livre de... Justement, j'ai amené mes petites fiches parce que... Et il a beaucoup de fiches, je tiens à le dire pour les gens qui nous regardent. Xing Tsung, qui est un auteur chinois, qui a écrit L'art de la guerre. Oui. Et il commence le livre en disant que le succès de chaque opération réside dans sa préparation. Donc, c'est en fait, voilà le principe de mes fiches là. Le succès de chaque opération réside dans sa préparation. C'est pas ce qu'on appelle en jargon football entraînement difficile, match facile. Bah voilà, justement, hein, comme on dit, et c'est une super phrase du boxeur Mohamed Ali qui disait qu'il détestait chaque moment
de ses entraînements, mais il disait il faut continuer, il faut souffrir si tu veux vivre comme un champion. Donc c'est aujourd'hui, je dis pas que je vis comme un champion, mais je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait rien et qui apprend tous les jours. Donc il faut se préparer tous les jours. Ça me rappelle une phrase de Samuel Eto'o qui avait dit à Yaya Touré, il faut qu'on joue comme des esclaves pour vivre comme des rois. Ben voilà, ça revient. Moi, juste revenir, docteur, sur un petit flashback quand même pour revenir sur ce parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la pharmacie? Bon, on va dire la pharmacie, c'est d'abord à la base. Quand j'ai eu mon bac, à l'époque c'était le bac série scientifique, j'ai mon bac avec mention, mes matières préférées sont la physique, chimie, les sciences naturelles, les mathématiques, donc ce sont les matières les plus importantes de cette série-là. Je voulais faire de la biochimie moléculaire. Ah oui. Voilà, en fait mon objectif c'était d'être chercheur, de faire de la biochimie moléculaire. Ok. Donc mon papa, paix à son âme, je viens lui poser un peu mes désirs, ce que je veux. Il me regarde, il rigole. Il me dit, écoute, on a la meilleure université ici au Sénégal. Ton grand frère, mon grand frère qui est médecin, qui est actuellement à Abidjan, dermatologue. Ton beau-frère aussi qui est médecin. Et puis tous les gens qui sont autour de nous sont sortis de l'université Cheikh Anta Diop. C'était avant l'université de Dakar, elle ne s'appelait même pas encore l'université Cheikh Anta Diop. C'était la meilleure université de l'Afrique de l'Ouest et une des meilleures universités d'Afrique et du monde. Il me dit, écoute, tu verras avec ton frère et ton beau-frère, tu vas aller faire quelque chose qui ressemble à la biochimie moléculaire, mais tu quittes pas le Sénégal, tu restes ici et tu fais tes études ici. Donc, faut dire que j'étais un peu, je veux dire, pas terrible, mais j'étais pas l'étudiant modèle. J'avais une manière bien particulière à moi de travailler, qui peut-être ne convenait pas à mon défunt papa, parce que pour lui, un bon étudiant, c'est celui qui est assis toute la journée avec les fiches. Non, moi, j'étais plutôt dans mes passions, le handball. Et puis bon, là, j'avais commencé. Au moment des examens, tu étais là. Ben, au moment des examens, il fallait être là. Donc, c'est ce qu'on dit avec, justement, quand on regarde un peu vous savez, il y a beaucoup d'amalgame avec le football, hein. C'est ça, hein. On peut être un peu dispersé et tout. Et c'est ce qu'on dit d'habitude, hein, dans nos commentaires, dans nos analyses. De toute façon, c'est un grand joueur et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de lui. Donc moi, je pense que j'ai peut-être indirectement baigné dans cette ambiance-là, qui toujours, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des relations avec le football. Mais donc, j'ai cherché aussi. Hein. J'ai beaucoup cherché parce que dans mes recherches, on m'a dit que le docteur Gandou, quand il était petit, il reportait lui-même ses matchs. Il joue, il fait 2 camps, il y a un goal d'un côté, un autre goal de l'autre côté. Il joue, il est le reporter, il joue en même temps des 2 côtés. Est-ce que c'est vrai, docteur? Ben, effectivement, tu as bien cherché. Je pense que je vais chercher aussi pour connaître ta source, hein, mon source, parce que là, il y a des fuites, hein, dans les tuyaux. Non, mais en fait, ce qui se passait, c'est que, comme je te disais, j'étais pas très bon au foot. Quand je dis j'étais pas très bon, sur le terrain, j'étais pas très bon, parce que moi, quand je regardais mes amis, moi, c'était 2 heures d'entraînement de handball tous les jours. Eux, c'était 2 heures de foot à 18h jusqu'à 19h. Donc, il y avait une classe d'écart entre eux et moi. Donc, je me retrouvais pas très bien avec eux. Par contre, quand je revenais, comme je suis, je veux dire, un solitaire, donc je revenais à la maison, il y avait une grande cour, et à la grande cour, on avait face à face des 2 petits pots de fleurs de chaque côté qui ressemblaient à des poteaux de football. Donc je prenais ma balle de tennis. Et puis je jouais contre moi-même en fait. Et je jouais contre moi-même, mais c'était surtout pour reporter un match. Donc je parlais de passes, de tacs, de penalty. L'arbitre n'a pas sifflé, il s'est passé quelque chose. Il aurait dû faire ça. Et puis à l'époque, mon père qui revenait du travail, qui était assis, qui me regardait, il me disait mais je te vois pas ailleurs que derrière un micro de radio. À l'époque, la télé n'était pas aussi développée. Et puis, il me disait, voilà, donc moi, je te vois pas ailleurs que derrière un micro de radio. Voilà. Et d'ailleurs, comment c'est le déclic, justement, cette première expérience qui te fait passer dans le monde des médias? Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, Monceau, c'est que en octobre 2017,
Voilà, je me rappelle très bien. Il y a une compétition qui s'appelle la World Mini Football. Le mini football, en fait, les gens ont l'impression de dire le mini football, c'est le football des petits. Non, le mini football, c'est le foot à 6. Donc c'est une variante entre le foot à 7 et le futsal. Et puis Khalilou Fadiga, que vous connaissez, qui est un très bon ami à moi, je veux dire, c'est un petit frère. Pardon. Khalilou Fadiga, on lui propose justement d'amener une équipe du Sénégal pour la Coupe du Monde de World Mini Football qui se déroulait à Tunis. Et on lui dit de prendre cette équipe-là. Il leur dit, écoutez, personnellement, je peux pas, mais je connais quelqu'un qui navigue aussi bien dans le foot à 11 que dans le futsal, que dans le foot à 6. Donc, pourquoi pas voir avec lui. Et il vient me voir, il me propose justement de créer et de monter cette équipe nationale de mini-foot. Donc, il me fait le link avec les personnes qui sont devenues le président de cette association de mini-foot, le secrétaire général et tout. Donc, on monte une équipe avec Cher Sidiba, qui est un ancien international, et Mansour Ayanda. On a une semaine pour monter cette équipe-là, pour aller jouer la Coupe du Monde à Tunis. Et puis on monte cette équipe rapidement, on s'entraîne quelque temps ici sur les petits terrains et tout ça. On prend de très bons joueurs aussi, hein. Pour la petite histoire, un de nos meilleurs joueurs dans cette équipe-là, c'est Moustapha Nam, qui a été champion d'Afrique. Donc c'était un de nos joueurs qui a été sélectionné. Donc on va jouer la Coupe du Monde à Tunis avec tous les problèmes qu'on a pour monter cette association-là. On arrive, on change d'hôtel parce que c'était pas le bon hôtel, parce que bon, j'étais pas satisfait de l'hôtel, donc c'est moi-même qui me suis mis devant la scène pour aller qu'on nous change d'hôtel, qu'on nous mette dans les meilleures conditions, pas d'équipement pour que les équipements arrivent. Et puis à l'époque, il y avait une équipe de télévision numérique et de radio qui nous accompagne. Et puis on fait quelques interviews et tout. C'est là où je me rappelle que je dis aux journalistes, il me dit qu'est-ce que vous venez faire, vous venez apprendre et tout. Je lui dis on va se retrouver au soir de la fin de cette compétition. Il me regarde avec des yeux. Je lui dis ouais, parce que je suis de ceux qui ne font pas quelque chose à moitié, et quand je m'engage dans quelque chose, c'était pour gagner. À ce moment-là, tu es sélectionneur de l'équipe? Je suis sélectionneur, en 2017, hein. Voilà. Donc en 2017, sélectionneur de l'équipe nationale de mini-foot du Sénégal. Donc on fait une super compétition, et ce qui se passe, c'est que pendant la compétition, je sais pas si c'est un feeling, à la fin d'un match, que ce soit les journalistes sénégalais, que ce soit les journalistes de la presse étrangère, c'est vers moi qu'ils venaient toujours poser des questions pour essayer de débriefer les matchs. Et puis on m'a envoyé indirectement, peut-être que Mansour Ayanda et Cher Sidiba m'ont envoyé peut-être qu'ils étaient moins à l'aise au casse-pipe. Non, peut-être qu'ils étaient très à l'aise, hein, parce que je pense que Cher Sidiba était déjà consultant à la télé, voilà, bien avant moi. Donc ils m'ont envoyé au casse-pipe, et puis j'aimais bien ça, j'aimais bien débriefer les matchs, analyser. Et puis c'est resté, ça a continué. Et puis la RTS est venue parce qu'on a été dans cette campagne-là, on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. On fait des super résultats, on gagne la 3e place contre l'Espagne, on élimine la France en quart de finale, on élimine la Roumanie qui est 5 fois championne d'Europe de mini-foot. On fait de très bons résultats. Et puis on revient au Sénégal avec la médaille de bronze et la coupe. Donc il fallait la présenter dans une émission Galaxy sur la RTS. Donc on arrive sur cette émission-là. Moi, je suis pas au devant de la scène parce que j'ai laissé Cher Sidiba et Mansour Ayanda devant. Donc j'étais assis derrière avec mes petits, mes joueurs. Je me sentais mieux avec les joueurs. Et puis on finit cette émission-là. Et quelques jours après, il y a un journaliste de la RTS qui m'appelle, Ibrahim Mboup en l'occurrence, et qui me demande de venir sur un plateau le samedi, sur un match du championnat italien. Je ne vais pas oublier le match parce que ça a été la première fois que je consultais. C'était Cremonese contre Sampdoria. Il me dit de venir, justement. Je lui dis, mais écoutez, monsieur Mboup, moi, je m'y connais pas. Qu'est-ce que il me dit? Non, mais de toute façon, il y a d'autres consultants qui sont là, on va juste poser des questions, on va échanger. Et puis on verra ce que ça va donner. Je dis bon, j'aime le foot, c'est une passion, j'aime analyser, j'aime décortiquer, j'aime savoir pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu, pourquoi il n'a pas fait une tête, il a fait un retourné acrobatique. Donc je suis parti, j'ai fait mon émission. Sortir de l'émission,
Je pense que Ibrahima était très content et puis le lendemain matin, on m'appelle en me disant écoutez, samedi prochain, on a encore un autre match, on aimerait bien que vous reveniez. Je dis mais bon, vous savez les gars, moi je suis venu une fois comme ça pour dépanner, c'est pas. Ils me disent ah non, on a eu de très bons retours, mais on espère que vous allez continuer cette aventure avec nous. Et bon, c'est là que ça a commencé. C'est quand même fou d'avoir. Je veux dire. Quand on a une première comme ça à la télé haute, moi je sais pas parce que je l'ai connu, peut-être Richard l'a connu ici, je veux dire, il n'y a pas une histoire de trac de se dire attends, moi je suis pas du milieu, qu'est-ce que je viens faire ici, de se dire un petit peu, je dirais pas le syndrome de l'imposteur, mais se dire mais en fait pourquoi moi? Oui, non, mais pourquoi moi? Parce que bon, cette question je me suis posée, mon sourd, j'ai dit mais pourquoi ils m'appellent et tout. Je me suis dit bon, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, peut-être qu'ils savent des choses ou ils ont du recul que j'ai pas. Imposteur, bon, je dirais non, mais je dirais pas légitime plutôt. En me disant, je viens faire quoi ici? J'ai pas de passé de footballeur professionnel, j'ai pas joué en équipe nationale, j'ai pas de diplôme de journaliste. Donc bon, je vais venir. Moi, je suis venu comme ça. Je vais pas dire insouciant, mais je suis venu parce que j'aime le foot. C'était ça. C'était surtout ça. J'aime le foot, j'aime l'analyser, j'aime le commenter. Bon, je suis venu. J'ai dit bon, on va voir ce que ça donne. Mais dans ma tête, en sortant de l'émission, jamais j'ai projeté en me disant je reviendrai. Pour moi, c'est bon. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'étais satisfait de moi-même parce que je pense que quand je dis satisfait de moi-même, j'étais satisfait de ma présentation, de l'allocution, du français que j'avais utilisé. C'était surtout ça. Mais sur le fond, c'est-à-dire sur l'analyse, je ne pouvais pas savoir. Parce qu'en fait, c'est les téléspectateurs et les journalistes et le réalisateur qui auraient pu me dire, écoute, c'est la dernière fois qu'on t'appelle. Ou merci beaucoup, ça a été une super expérience. Donc après, justement, au sortir de ça, Avanço, pour ne pas paraître comme tu dis... comme le cheveu dans la soupe, je me suis dit, moi, il faut que je travaille. Il faut que je travaille parce que j'ai pas le background du journaliste, j'ai pas le background du footballeur professionnel, mais ça cogite. Ça cogite, il faut travailler. Je pense que il faut pas se laisser faire. Donc je me suis dit, on va revenir à la base. Et à la base, Mansour, tu vas rire, je suis même reparti reprendre les règles du football, le FIFA Board. Ah ouais? Donc, oui, j'ai repris le FIFA Board, j'ai repris les règles, je suis reparti sur les systèmes de jeu, le 4-4-2, le 4-3-3, le 5-2-3-1, tout ce que tu veux. Donc, je suis parti sur ça. J'ai dit, non, je ne viendrai plus à une émission si je ne maîtrise pas les aspects techniques et tactiques et les règlements du football. Ça, c'était déjà ça. Je parle même pas des équipes qu'il fallait préparer, des matchs qu'il fallait préparer, des championnats qu'il fallait préparer. Non, j'étais déjà, si tu veux, dans l'esprit de repartir à zéro et d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon, j'ai mon background, et mon background, il est là. J'ai eu la chance de côtoyer des gens incroyables. Et il y en a deux. Ils sont trois, c'est surtout ces trois personnes-là que je ne peux pas oublier dans mon parcours et je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé pour qu'aujourd'hui, au niveau de mes analyses et de mes commentaires, d'avoir un regard vraiment, je vais dire, du technicien. C'est le défunt Bruno Metsu, paix à son âme. C'est le défunt Mansour Wade, l'ancien entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale. Et puis, quelqu'un que j'admire, j'estime, et pour moi, c'est une top personne, c'est Ablaye Sarr. Ablaye Sarr, qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, il a été adjoint de Stinger, il a été adjoint de Kasper Zak, de Guy Stéphane, il a été adjoint de Amara Traoré, il a même pris l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça, lui c'est un prof. Lui, quand on parle de prof, c'est un prof, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Et ces gens-là, on a beaucoup échangé, parce que pour la petite histoire, j'étais très lié à cette équipe de 2002. Celle de Sénégal 2002 qui fait finale de Cannes. Finale de Cannes. Ils ont éclaté le monde du football à un moment donné.
avec des super joueurs, avec un entraîneur avec lequel j'ai beaucoup appris l'analyse, parce que Bruno Metsu, c'est un très bon psychologue, c'est quelqu'un qui a vite compris le sens du football au Sénégal, mais c'est surtout quelqu'un qui était très bon dans les analyses. On va revenir d'ailleurs sur cette génération-là, mais après ça, j'ai encore deux petites questions quand même à te poser sur ton parcours que je trouve intéressant. Déjà, c'est comment ça se passe du coup, parce qu'on l'a dit en début de ce podcast, il y a le côté consultation foot, il y a le côté pharmacie. Moi déjà, j'ai vu qu'on préparait un petit peu l'émission, juste avant qu'on se mette en place. Ouais, le téléphone sonne beaucoup. Voilà. Comment on gère les devis? Ben, c'est très simple. Moi, je coupe. Quand je dis je coupe, je suis deux personnes différentes. Deux personnes différentes, parce que pour être performant dans ces deux branches-là, il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ma tête, comme je te dis, Mansour, tu me trouveras dans la pharmacie en train de travailler. Ça sera très compliqué pour moi de sortir une analyse, de débriefer, parce que je suis, dans ma tête, j'ai mis ma blouse, ça y est, je suis docteur. Donc j'ai oublié exactement que je suis consultant, que je vais débriefer un match, que j'ai un match à 18h. Par contre, dès qu'on arrive au moment où je dois me préparer pour aller justement à la télé, parce qu'il y a un match à 18h, donc il faut aller à 17h, à partir de 17h, c'est fini. On peut même plus me demander un conseil ou une question sur la pharmacie. Ça y est, j'ai fait le blackout, je suis plus pharmacien. Je suis dans la peau du consultant, donc je vais me préparer, l'aspect vestimentaire déjà, aller se préparer, se mettre dans le match, c'est comme on dit la concentration dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. Ça y est, je suis dans ma bulle de consultant. Et ce qui est, on va dire, je dirais pas bizarre, je fais de plus en plus attention à ça, c'est qu'à un moment donné, sur la route, donc j'aime bien partir en moto tranquillement, parce que ça me permet de décompresser, de voir des gens à côté de moi et tout. Et puis une fois que j'arrive sur le plateau, Mansour et Richard, je change. Voilà, je change. Tu deviens un lion blanc. Voilà, bon, le lion blanc. Et pour le lion blanc, je te dirais d'où vient justement, voilà. Je voulais justement en venir, parce que comment ça se passe ta journée type quand tu dois aller à l'antenne? Bah, la journée type, je dirais la semaine type. Ouais. Ah bon, la semaine? La semaine type. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire, en fait, j'insiste beaucoup. Et je pense que maintenant, on est bien rodé sur ça avec les journalistes qui doivent m'inviter. Je mets la pression sur le journaliste d'avoir au moins l'information au moins 72 heures avant. Je déteste faire une émission à la va-vite. J'en ai fait beaucoup, des émissions à la va-vite, au pied levé. Je déteste parce que j'aime me préparer. J'aime me préparer, c'est-à-dire, en fait, j'aime être, si tu veux, dans l'ambiance du match, dans l'ambiance des deux équipes, si c'est un match contre deux équipes, dans l'ambiance et dans la tête des deux entraîneurs, je prépare mes émissions comme si je préparais un match. Comme si j'étais soit joueur, soit entraîneur, et que je préparais un match. Et je pense que c'est la meilleure façon. Quand tu te mets dans la peau. Voilà, donc quand je te dis la semaine, c'est-à-dire j'ai le match, allez, on va parler Sénégal-Soudan, on va m'appeler pour me dire que le match c'est le 5 septembre, j'aimerais bien qu'on m'appelle au moins le 1er ou le 2, à ce moment-là du 2 au 5, je suis focus. Du 2 au 5, je suis focus Sénégal-Soudan. C'est-à-dire tout mon quotidien, en dehors de ma vie professionnelle, c'est-à-dire de mon métier de docteur en pharmacie, tout mon quotidien va être axé sur le Sénégal-Soudan. Exactement. C'est-à-dire je vais être là à l'affût de n'importe quelle, on va dire, information déjà. Je vais aller chercher tout ce que je peux savoir sur le Soudan. Bon, sur le Sénégal, on sait, mais je continue toujours à chercher sur les joueurs, sur les possibilités, sur le 11 de départ de l'adversaire, sur les 11 de départ de ma sélection nationale, sur les possibilités de remplacement, qui est blessé, qui n'est pas blessé, combien de cartons rouges il a pris, combien de jaunes, combien de fautes il a faites avant d'arriver à ce match-là. Donc, c'est du détail, mais c'est préparé pour que... Et des fois... Tu le sais, Mansour, tu vas arriver, tu as peut-être préparé 10 fiches, tu vas peut-être parler, aller à tout casser 20 minutes quand tu as bien parlé. Mais au moins, sur ces 20 minutes-là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va transmettre quelque chose.
Et puis mon satisfait, c'est que si Mansour me regarde, qu'il ait appris quelque chose aujourd'hui. En dehors qu'il ait regardé un match de foot, mais au moins une phrase, un mot, qui va lui permettre de se dire, bah, aujourd'hui j'ai appris ça. Mansour, je ne veux pas te couper. Je suis docteur Gandour depuis bien longtemps. J'ai un souvenir de docteur Gandour qui, lors d'une consultance d'un match du Sénégal, à la mi-temps, il avait prédit que si le Sénégal continuait de jouer comme ça, je crois que c'était lors de la Coupe du Monde, le docteur avait prédit que si le Sénégal continuait de jouer, je crois que c'est Sénégal-Colombie, un truc comme ça, parce que à la première mi-temps, ils avaient le ballon, la possession de la balle, et ils n'arrivaient pas à concrétiser les actions. Et à la mi-temps, le docteur avait sorti cette analyse en disant, si le Sénégal continue comme ça, soit ils vont s'exposer, on va les gagner, et ou ce sera difficile pour eux. Mais donc, à quel moment, toi, tu le sens? Mais en fait, Richard, je vais te dire, peut-être que c'est le fait de ne pas être journaliste, de ne pas être, on va dire, du milieu, c'est-à-dire formaté par ce milieu-là, qui me permet d'avoir peut-être un regard, le regard du supporter, le regard du téléspectateur, et le regard du lambda, voilà, du lambda qui est au-dessus de la mêlée. Et en fait, ça me permet de m'extraire justement de l'émotion. C'est surtout ça le plus important. C'est parce que je pense qu'un bon analyste, un bon consultant doit s'extraire de l'émotion. C'est vrai qu'on est sénégalais, on est camerounais, on reporte un match ou on commente un match. Oui, on a envie de pousser notre équipe et tout, mais les bons commentaires, les bonnes analyses, la bonne consultance, c'est quand on arrive à s'extraire justement de la peau patriotique pour pouvoir être quelqu'un d'objectif et de satisfaire tout le monde. Bon, sur les matchs, en fait, je les vis, mais je les ai préparés. Quand je dis je les vis et je les ai préparés, c'est-à-dire, ça doit être, je pense que ça doit être ou le Sénégal-Angleterre ou le Sénégal-Colombie. De toute façon, pardon, je les ai tous préparés de la même manière. Mais en fait, quand on prépare un match, je prépare le Sénégal, mais je prépare l'adversaire. L'adversaire aussi, bien sûr. Et quand tu prépares l'adversaire, à la limite, je ne vais pas dire que tu vas penser à la place de l'entraîneur, mais tu sais à peu près que pour s'en sortir, voilà ce qu'il a fait plusieurs fois. Voilà ce qu'il a utilisé plusieurs fois. Il a son effectif. Donc tu commences à avoir, tu commences à prévoir. Ça sera pas juste toutes les fois, mais en tout cas, ça sera vrai parce que tu vas pouvoir, on va dire, canaliser ce match-là, être objectif, être extrait, être au-dessus de la mêlée, et tu vois des choses que tu verrais pas parce que tu es dans l'émotion, parce que tu as envie que Sadio prenne le ballon, dribble tout le monde et mette un but, tu as envie qu'Edouard fasse une super parade et sorte tous les ballons, mais après, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, bah, ça c'est ton envie parce que tu es dans l'émotion, mais quand tu es au-dessus de la mêlée, tu te dis non, si je continue à faire ça, voilà ce qui va arriver. Et bon, ça c'est plutôt c'est naturel en fait. Voilà, et en plus c'est peut-être aussi ma formation de pharmacien, cette logique scientifique qui m'oblige à aller toujours chercher les atomes et les ions, les neutrons qui vont ensemble pour pouvoir avoir la bonne molécule. Et voilà, si tu fais ces mélanges-là, tu as tel résultat. Voilà. Alors moi j'ai encore deux petites questions, après on va passer sur justement ces Lions de 2002. Justement, quand tu prépares un match comme ça te prend quand? Est-ce que tu as pu quantifier en termes d'heures combien de temps ça te prend? Parce que tu as dit généralement il faut 72 heures, mais en termes de travail pur pour faire les fiches, tout ça. En termes de travail pur, non, c'est très simple. Moi, je vais dire, allez, c'est tous les soirs au moins 2 heures, 2 heures et demie. C'est tous les soirs. Et puis dans la journée aussi. Dans la journée, c'est vrai que je suis, bon, là, on a la chance. On est dans un monde où on a l'internet, où on peut aller surfer, chercher un peu partout. Et dans la journée, dans mes moments libres aussi, je vais aller chercher, je vais aller voir, je vais aller me renseigner. Et puis en dehors de ça, j'ai un relationnel amical qui est devenu presque fraternel avec toi, Mansour, avec Mansour et Richard, et bien d'autres, on va pas citer tout le monde. Donc moi j'aime bien échanger aussi. Je vais jouer le Cameroun, je vais appeler Richard, on va échanger, on va parler, il va me dire un peu ce qu'il pense lui du Cameroun, je lui dirai ce que je pense du Sénégal. Voilà, ça peut être Mansour, je l'appelle avant une émission parce qu'il faut qu'on échange, parce que j'ai besoin d'éclaircissement. Mansour il me dira écoute moi je vois ça comme ça. Par contre
j'essaye par respect, parce que j'ai été plusieurs fois, on va dire, je ne vais pas dire grugé, mais plusieurs fois, je me suis fait pris au piège par ça. J'essaye aussi, quand j'échange comme ça avec des amis, avec des partenaires, de respecter un peu ce qu'ils m'ont dit, d'essayer de faire une synthèse et de la mélanger un peu avec ce que j'ai, d'avoir des mots qu'il faut, mais j'essaie de faire le maximum de ne pas reprendre exactement ce que Mansour m'a dit, parce que je respecte à la virgule près. Voilà, à la minute près, au mot près, parce que je respecte en fait l'intelligence de Mansour, l'intelligence de Richard, parce qu'il a réfléchi sur ce sujet-là, et je me vois mal. Ça c'est une nature aussi, hein, je suis comme ça et je me vois mal aujourd'hui surfer sur les analyses de quelqu'un que j'ai appelé. Bon, j'ai connu ça, hein, je tairai le nom des consultants et le nom et des chaînes auxquelles ils appartiennent, mais j'ai souvent été appelé par des consultants à l'étranger, pas seulement sur le Sénégal, hein, même sur des matchs du championnat d'Angleterre, sur des matchs où on échangeait. Et puis, quand on allume la télé, on regarde la bonne personne, elle reprend exactement tous les mots que tu as dit. Donc, non, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. En gros, tu vois, le plagiat, c'est pas dans la presse écrite, c'est aussi dans le rôle de constat. Alors, voilà, moi, juste avant de passer donc à un autre thème, forcément, quand on passe à la télévision, notamment quand on parle du football des Lions au Sénégal, on devient un petit peu personnalité publique. Ouais. On ne peut pas y échapper. Comment est-ce qu'on gère un petit peu ce côté un peu notoriété, un peu personnage public par rapport aux gens qu'on peut croiser dans la rue, qui peut-être même vient dans ta pharmacie? Non. Mais le regard a beaucoup changé. Est-ce qu'on t'arrête encore, les gendarmes, quand ils t'arrêtent pour demander le permis, est-ce qu'ils te laissent passer plus facilement? Plusieurs fois. Bon, je dirais pas qu'ils me laissent plus passer. Bon, parce que je suis en règle. Tu es en règle, ok. Non. Mais, pour la petite histoire, des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Il y a quelque temps, je me fais arrêter justement pour un contrôle. Et puis, le policier fait très bien son travail. Il prend tous les papiers, il regarde, et je le vois à un moment, il s'arrête sûrement sur le nom. Il regarde le visage, il finit, il me dit, et puis il me rend mes papiers, il me dit... C'est le docteur Gandour, le consultant. J'ai dit oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup. J'aurais dû vous reconnaître rapidement. Moi, c'est plutôt une photo que je voulais. Mais des cas comme ça, je ne dirais pas que ça me facilite, mais ça rend les relations beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fluides. Plus fluides, voilà. Ça rend les relations beaucoup plus fluides. Mais donc, est-ce qu'il y a pas des gens qui viennent s'attabler dans ta pharmacie? À la pharmacie, je me fais ramasser par mon fils, mes enfants travaillent avec moi à la pharmacie parce que il y en a un qui est administrateur, l'autre qui est pharmacien. Donc des fois, vous avez un client qui arrive, qui achète son ordonnance, et puis des fois c'est à la voix, ils reconnaissent la voix, c'est la voix du docteur. Ah, c'est vous le docteur Gandour, oui. Ça part en foot. Après, ils sont obligés, que ce soit les employés ou les enfants, de passer à côté de moi, de me tirer la blouse en me disant il y a d'autres malades qui attendent là, il faut vite finir. Mais bon, ça montre d'abord l'impact du football ici au Sénégal. Ça c'est important. L'amour que les citoyens ont pour leur équipe nationale. Donc ça c'est 2. Donc on comprend un peu tout l'enthousiasme, tout ce qui se passe autour quand on gagne, quand on perd. Et de 3, ça montre la force aussi de la télé. Et puis moi aujourd'hui, c'est presque pour moi, à chaque fois que je reçois, et jusqu'à aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, je n'ai jamais eu, on va dire, un retour négatif de ces personnes-là. Mais à chaque fois qu'une personne comme ça vienne me voir et me remercier, pas plus tard qu'il y a 5 minutes avant de venir, il y avait un patient dans la pharmacie qui me remerciait pour les analyses que je fais. Et ça vaut tous les salaires du monde. Aujourd'hui, ça vaut tous les salaires du monde. C'est-à-dire, rien que pour ça, je dirais que je continuerai aujourd'hui à parler de mon équipe nationale, à parler de mon pays, à apporter un plus. Mais ce que je voudrais faire savoir, c'est que c'est pas des critiques. En fait, les gens ont l'impression, les entraîneurs, que ce soit à l'époque Aliou Cissé, que ce soit certains joueurs avec lesquels j'ai eu à discuter, ce que je leur explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas des critiques. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on peut apporter de positif. Parce que on veut aujourd'hui, on a le même objectif. Quand Aliou Cissé gagne la Coupe d'Afrique,
Je pense que il n'y a pas un Sénégalais aujourd'hui au monde qui devait être fâché. Mais 5 minutes avant, il boudait parce qu'il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Ou quand Sadio ne fait pas une belle action, ou quand Idrissa Gana Gueye se plante, c'est sûr qu'on va dire ce qu'on voit, mais on ne le dira jamais pour gâter la carrière ou pour critiquer. Non, on le dit parce que on se dit qu'on est dans une position, qu'on voit des choses qu'il ne voit pas et qu'on peut apporter un plus. Donc je te disais, aujourd'hui, je reste humble. Parce que je pense que c'est ça la force d'un homme, c'est ça de rester humble. Et puis la force d'un consultant, d'un analyste et même d'un présentateur télé, c'est justement le public. Oui. C'est justement le public. Tout ce qu'on fait, moi aujourd'hui, tout ce que je fais, et je continue à te dire, Monceau et Richard, je continue à vous dire que moi aujourd'hui, tout ce que je fais, mon retour, c'est pas ce que je vais recevoir, c'est pas ce que mon retour, c'est ce que je vais entendre, ce que le Sénégalais lambda, le Mademba, le Massemba, quand il vient me voir dans la pharmacie, qui me connaît pas et qui parle avec moi comme s'il me connaissait depuis 10 ans parce qu'il est content, parce qu'il est satisfait de ce que je suis en train de faire, c'est ça la plus belle chose qui puisse m'arriver. Avant de sortir de la doc, moi je cherche beaucoup, j'ai beaucoup cherché sur le docteur. Il y a une anecdote qui m'est venu aux oreilles. On m'a dit que le docteur, à un moment donné, vous savez, quand il parle, il y a beaucoup de gens qui sont contents et aussi des gens qui ne sont pas contents. Et donc, parfois, il a été victime parfois de certaines choses. Et il y a un match où le docteur il est allé au stade et le directeur général de la RTS l'appelle pour dire mais donc ça va le match, ça va bien? Et il dit que ouais moi je suis au stade, je prépare le match. Il dit mais tu es pas sur le plateau? Le docteur dit non, moi on m'a pas programmé. Il dit un match du Sénégal, docteur Gandour n'est pas sur le plateau. Est-ce que c'est normal? Et Manu Militari, tout c'est donc. Est-ce que ce que je dis là est vrai? Bah c'est vrai, mais c'est quelque chose c'est des choses qui arrivent. Hein. Oui. Après, c'est comme ça que je vais dire. Est-ce qu'au-delà du succès, il n'y a pas un peu de jalousie mais c'est dommage en fait. Moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, je continue à penser l'écran. Oui. Quand je dis l'écran, c'est-à-dire celui qui est derrière l'écran et qui regarde le match. Oui. Aujourd'hui, Mansour et moi, on peut ne pas avoir des atomes crochus. D'accord. On va pas aller prendre le café ensemble. D'accord. On va pas aller passer le week-end ensemble. On va pas faire des soirées ensemble. En tout cas, vous ne buvez que de l'eau. Moi, je bois du café. Justement. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si Mansour pense que pour que son émission soit appréciée, soit vue et qu'elle donne envie la semaine prochaine ou le mois prochain, si c'est une émission mensuelle, si c'est une émission hebdomadaire, que les gens reviennent s'asseoir et qu'il regarde son émission et qu'il a des gens qui l'invitent ou des consultants ou des analystes ou des invités qui font en sorte que son émission donne envie à être revue. Aujourd'hui, même s'il n'est pas d'accord ou même s'il n'aime pas ce consultant, cet invité ou cette personne-là, il passe au-dessus de ça. Aujourd'hui, comme on dit, notre plaisir, c'est de donner de la joie et de donner envie aux gens de nous regarder et de nous écouter. Donc, quelles que soient nos différences, on doit passer outre ça. Ouais. Moi, je pense que ça peut arriver comme ça. Après, c'est vrai que on va parler peut-être de susceptibilité individuelle de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des journalistes qui n'aiment pas mon style de consultant. Après, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, il faut rester. Moi, je préfère rester objectif, franc. Ouais. C'est surtout ça. Et puis la vérité. Je pense que ces trois mots-là, si vous les avez, même si vous ne plaisez pas à tout le monde, parce que je ne dirais pas que mes analyses font office de parole d'évangile. Non, je me trompe comme tout le monde. Je passe peut-être à côté de certaines choses, mais j'essaye de les mettre vraiment, on va dire, de bien les structurer, de bien dire les choses. Et puis même si je n'ai pas la même analyse que l'autre, au moins qu'il accepte ce que je dis et que j'accepte ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est ça le but du jeu. Ouais. Alors, docteur, on parlait tout à l'heure, justement, tu en parlais un petit peu de Bruno Metsu, un petit peu de cette génération de 2002. C'est une génération qui a marqué, je pense, quasiment tous les Sénégalais. Et moi, je pense que pour beaucoup, voilà, le sacre de la CAN en 2021, d'ailleurs, il y a beaucoup lors des célébrations au début de ma chaîne, il y a beaucoup de références à Pape Diop, etc. et tout. Et toi, c'est une génération forcément que tu as connue parce que tu as connu Bruno Metsu et beaucoup d'autres.
quel souvenir t'en gardes et qu'est-ce qui t'a marqué par exemple chez Bruno Metsu? Je sais aussi que tu as été quand même parmi ceux qui ont aidé Tony Silva lors de sa préparation. Quel souvenir t'en gardes et peut-être tu as des anecdotes, des choses comme ça à nous raconter? Ouais, beaucoup d'anecdotes. D'abord humainement, Bruno Metsu était spécial. Quand je dis était spécial, c'est moi je l'ai pas connu comme ça directement. Je l'ai connu grâce à El Hadj Diouf, grâce à Fadiga, grâce à Ferdinand Coly, grâce à Salif Diao, pour n'oublier personne, Souleymane Moussa Ndiaye, Tony Silva aussi. Je l'ai connu parce que j'étais très proche des joueurs. J'avais l'habitude à chaque fois qu'ils étaient ici en regroupement d'aller les voir. Mansour Wade, paix à son âme, qui était l'entraîneur des gardiens de but. Donc c'est surtout lui aussi où j'avais un très bon relationnel avec lui. Jules François Bocandé que j'ai connu depuis très longtemps, on a eu l'occasion de se revoir, de jouer même beaucoup de tournois à l'époque ici, même en Guinée-Bissau quand il venait. Donc Bruno, c'est moi ce que je garde de Bruno Metsu, c'est son analyse. C'est son analyse qu'il pouvait faire. Je vais dire pas d'avant-match, mais c'est son analyse qui faisait un peu de la situation globale et son intelligence d'adaptation. Donc il s'est rapidement adapté et il a rapidement donné à Ablaye Sarr la gestion des affaires, comment dire, entre guillemets, la gestion des affaires familiales. Parce que quand il est arrivé, il y a des choses qu'il ne maîtrisait pas. Alors il est parti directement sur Ablaye Sarr en lui disant, écoute, moi ça je ne le maîtrise pas, c'est toi qui le maîtrises. Et donc ça montre un peu l'intelligence de cet entraîneur-là. Ouais. Après, il a fait des choix. Il a fait beaucoup de choix. On l'a critiqué sur beaucoup de choix. Mais je pense que là, il a été, on va dire, celui qui fait en sorte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe qui détonne et qui étonne le monde du football. Ouais. Qu'on se dise la vérité. On a gagné la Coupe d'Afrique avec Aliou Cissé. Mais moi, je dis, les équipes qui restent dans la mémoire, pour moi, sont pas les équipes qui gagnent. Pas forcément. Non, c'est les équipes qui nous ont apporté de l'émotion. C'est surtout ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est, je veux dire, ma plus grande joie. J'attendais ce jour. Je suis l'équipe nationale. Allez, on va dire à peu près depuis 1986. J'ai connu les Boubacar Sarr-Lecotte, j'ai connu les Omar Guessen, j'ai connu les Pape Fall, j'ai connu les Thierno Youm. Bocandé à cette époque, j'ai connu après l'époque qui est venue après, les Victoriens, les Niokol, j'ai connu cette époque-là, j'ai vu Sénégal 92, j'ai connu tous ces jours-là. Mais j'attendais cette Coupe d'Afrique comme le Graal. De 2002. Ouais, 2002 pour moi, elle est à nous, mais bon, ils nous font un sale coup, nos cousins. Il y a un grand Cameroun. Il y a un grand. Oui, mais non, je le dis, elle était presque à nous. Et ce que je dis, c'est que en dehors du fait d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, je vais froisser personne en disant que moi aujourd'hui, l'émotion que j'ai eue quand on est arrivé en finale au Mali, l'émotion que j'ai eue quand on fait ce parcours en Coupe du Monde, on gagne la Coupe d'Afrique, mais j'ai pas eu la même émotion. C'est-à-dire, à la limite, c'est comme si je me disais, voilà, c'est comme un enfant, hein, il attend son premier jouet. Et son premier jouet, c'est une petite voiture en plastique qui va se casser en 2-3 jours. Et 15-20 ans après, il arrive à acheter sa voiture en fer, télécommandée et tout. C'est vrai que cette voiture en fer, télécommandée et tout, elle est superbe. Mais dans sa tête, le petit jouet en plastique, et il est toujours dans sa tête. C'est son plus beau souvenir. Mais donc, est-ce que c'est un peu vieux jeu? Parce que entre une génération qui a gagné et une génération qui n'a pas gagné et qui a donné des émotions, tu préfères laquelle? Non, c'est quand moi je suis un peu d'accord avec lui aussi parce que, en plus, moi je l'ai vécu la CAN 2002 et la Coupe du Monde, j'étais ici encore. Et à Dakar. Et franchement, en termes d'émotion, c'était fou. Non, en termes d'émotion, c'était fou. Chaque match était banalisé. Était genre, le pays s'arrêtait. Bon, s'arrêtait. Le pays s'arrêtait. Et à chaque victoire, il y avait des gens, par centaines de milliers dans la rue, qui allaient jusqu'au palais présidentiel. À l'époque, ça avait le président. Franchement, c'est des souvenirs qui marquent. Après chaque match, le peuple était au gris du palais présidentiel. Après chaque match. Ouais. Après chaque match. C'est vrai qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Non, c'est vrai. Attention. Faut pas minimiser. Je ne minimise pas cette étoile-là. Je la minimise pas parce que moi, je pense que j'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré 2 fois. Quand je dis j'ai pleuré 2 fois pour le football,
La première fois, c'est quand on élimine la France. 1-0, on gagne la France. Je pleure parce que je me dis qu'on a fait quelque chose de très grand. C'est la France avec tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est pas qu'un match de football. Exact. C'est une revanche de l'histoire. C'est des gamins qui ont grandi justement avec ces joueurs-là. C'est le Sénégal contre la France, mais c'est contre le grand frère. C'est contre celui qui nous a donné cette langue française qu'on est en train de parler, qu'on utilise. C'est celui qui nous a colonisés, c'est celui qui nous a même ouvert les portes pour que nous, on puisse aller jouer au football là-bas. C'est celui qui nous a fait signer nos premiers contrats professionnels. Et en plus, c'est la France championne du monde en titre. Exactement. Ça, j'ai pleuré. Et la deuxième fois que j'ai pleuré, c'est quand Sadio Mané et Kalidou Koulibaly soulèvent la coupe. Donc je pense que c'est... Mais je vais dire que les larmes de 2002 étaient plus chaudes que les larmes de la Coupe d'Afrique. C'était ça. C'était l'émotion. C'était l'émotion. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je continue à le dire, les équipes qui restent dans la mémoire, ce ne sont pas les équipes qui ont gagné, mais ce sont les équipes qui ont apporté l'émotion. Et la preuve, tu parles de la Hollande de Johan Cruyff. Ils n'ont rien gagné. Du tout. Ils n'ont rien gagné. Du tout. Mais quand tu parles de football aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas parler de la Hollande de Johan Cruyff. Non, c'est pas possible. Et pourtant, ils font 2 finales, ils perdent 2 finales. C'est les Raymond Poulidor du football. D'accord? mais tu parles d'eux. Tu les as pas oubliés. Non. Par contre, je peux te demander aujourd'hui de me citer... je peux te citer un nom de joueur argentin de 78 qui a gagné la Coupe du Monde. Tu vas même pas te rappeler de lui. Oui, mais je quand même... Outragueño. Non, mais il y en a d'autres. Attends, il y en avait. Mais quand je te dis tu vas pas te rappeler de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Je vais te citer le nom des joueurs de la Hollande. On va tous, jusqu'au gardien de but de la Hollande aujourd'hui. Je me souviens. Mais bon, tu sais, donc moi, je voulais aussi, par ce truchement dont on parle aujourd'hui, pour toi, quelle est la génération, la meilleure génération, sans vouloir faire de la discrimination sénégalaise, pour toi, la meilleure des générations? Parce que tu les as connues toutes. J'ai 86, c'était une super... Bon, à la limite, si on avait une classification avec des points, je mettrais 86, 2002 et bien sûr la dernière avec le même nombre de points. Après, moi ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, c'est, et ça je reviens sur le domaine scientifique, Albert Einstein n'aurait jamais pu découvrir le phénomène de la relativité s'il n'a pas utilisé les travaux de Pythagore. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, dans cette qualification des équipes, je dirais que chaque joueur est héritier de son prédécesseur et chaque entraîneur est héritier du travail de son prédécesseur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour arriver à gagner cette Coupe d'Afrique-là, on a hérité de 86, on a hérité de 92, on a hérité de 2002 et on est arrivé à être champion d'Afrique. Donc, j'aime pas trop les questions catégoriser. C'est catégoriser en disant celle-là c'est la meilleure génération. Non, je peux faire une équipe avec des joueurs de 86 et des joueurs vainqueurs de la Coupe d'Afrique. Mais donc est-ce qu'il y a des joueurs actuels qui auraient pu être titulaires en 2002? Déjà, je vais du fait qu'un numéro 10 peut être titulaire dans n'importe quelle génération. Un vrai numéro 10. Donc, quand tu regardes Sadio Mané, moi je pense qu'il aurait pu être titulaire en 86, il aurait pu être titulaire en 2002. Franchement, avoir Sadio Mané en 2002, ça aurait pas été mal. Voilà. Donc, quand je dis Sadio Mané, après, Tony, c'était un super gardien. Tony, il était remplaçant à l'AS Monaco. Bruno insiste pour qu'il soit titulaire. C'est un peu, on va dire, une concurrence avec Diallo. Mansour Ouad, c'est justement, on revenait à ça, faisait les préparations, on les faisait ensemble dans le bureau chez moi à la pharmacie. Préparation du travail de Tony que Mansour lui a envoyé. Et il arrive, il fait une Coupe du Monde, il est le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Bruno l'appelle Batman.
C'est le surnom que... donc quand je parle de Tony Silva, c'est lui Batman. Bah, c'est Batman, c'était Batman hein, pour Bruno. Pour nous tous, hein, c'était notre Batman. Mais Edouard Mendy aurait pu être titulaire en 2002 aussi. Il aurait fait un super gardien. Donc Kalidou Koulibaly, je le voyais bien aussi en défense avec Aliou devant lui, avec un libéro, un stopper. On aurait voilà, on a c'est-à-dire quand je te disais tout à l'heure qu'un numéro 10 peut jouer à n'importe quelle époque, c'est-à-dire un grand joueur, un bon joueur qui est pas fini, un joueur n'est jamais fini en formation, et tu apprends toujours quelque chose même quand tu as 35, 36 ans, mais un bon joueur qui a toutes les qualités, on le met dans n'importe quelle équipe, mais donc, est-ce qu'il t'est arrivé dans tes papiers, parce que j'ai vu les papiers que tu as, est-ce qu'il t'est arrivé de faire une équipe du Sénégal, toute génération confondue, toi que je connais si intelligent et si perspicace? Tu sais pourquoi je ne l'ai pas faite? Non. Parce qu'à chaque fois que je m'asseyais pour la faire, j'avais de l'émotion. Ah bon? Oui, parce que, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour bien analyser, pour être à l'aise dans ses commentaires, il fallait s'extraire. J'arrive pas à m'extraire parce que j'ai un relationnel particulier. C'est-à-dire, quand je te dis un relationnel particulier, 2002, c'est mes petits frères. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, que ce soit Alassane Ndour, Tony Silva, El Hadj Diouf, Kalilou Fadiga, Ferdinand Coly, je ne vais oublier personne, Moussa Ndiaye, Aliou Cissé. Aliou Cissé, j'ai des contacts avec, et quand je dis j'ai des contacts, c'est des contacts fraternels et familiaux. D'accord. Ça c'est un. 86, Pafal, Thierno Youm, Oumar Gaïsen, on a des contacts, on se connaît. Donc pour moi, et aujourd'hui, sur cette super génération, Edou, c'est mon petit. Sadio, j'ai pas un grand relationnel avec lui, mais il y en a quelques-uns dans cette équipe-là, j'ai un relationnel avec eux qui a dépassé un peu, si tu veux, la relation consultant-analyse qui vient demander quelque chose. C'est presque, on va dire, familial, échange, conseil. C'est devenu comme ça. Exact. Donc, à chaque fois que je m'assieds, et puis bon, je pense que pour le prochain match du Sénégal, je ferai mon équipe. Je ferai mon équipe et je te l'enverrai en exclusivité à toi et à Mansour. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis toujours assis pour la faire. Mais à chaque fois, je dis ah non, et là, c'est mon petit frère. Ah non, Boubacar Sarlokot, c'est mon grand frère. Je dois le mettre. Voilà, je dois le mettre. Entre Tony et Edouard Mendy, j'ai cassé 20 critériums. Parce que pour moi, c'est presque... Allez, c'est un peu la même chose. Et puis, j'ai une histoire particulière. J'ai fait quelques années en Guinée-Bissau. Donc, Tony Silva a des origines de la Guinée-Bissau, Edouard Mendy a des origines de la Guinée-Bissau. Donc, on a aussi ce petit lien qui nous lie en dehors d'être sénégalais, en dehors d'être grand frère, petit frère, ami. Donc, ce qui fait que il faudrait que je m'extrais de cette, on va dire, de cette bulle émotionnelle, et puis que je me mette dans la tête du père Fouettard et de sortir mon équipe type. Alors, donc, avant de finir ce podcast, parce que malheureusement, on a un tour d'horloge et ça passe très très vite, j'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est que, voilà, justement, on va peut-être parler un petit peu de cette nouvelle génération de la section du Sénégal. Voilà, il y a eu 2002, El Hadj Diouf, c'était vraiment, on va dire, peut-être qui incarnait plus la figure selon celui qu'on se souvient le plus, même s'il y avait les Fadiga et tous les autres tours. Là, c'est beaucoup plus Sadio Mané actuellement, même si, on va dire, ses meilleures années sont quand même derrière lui, ça c'est un fait, c'est factuel. Pour toi, qui pourrait être le prochain, on va dire, patron de cette sélection du Sénégal? Le prochain patron. À un moment, Mans, on était sur la lancée d'un super joueur que j'adore. Hein. J'adore. Quand je dis j'adore, je parle de son jeu, de ce qu'il peut apporter, de son football, de ce qu'on attendait on va dire, de son évolution. C'était Ismaïla Sarr. Oui. Voilà. Donc là, j'ai eu à discuter avec lui pendant les vacances quand ils sont venus. On a échangé un peu. J'étais dans la peau justement du consultant qui posait des questions et tout. Je l'ai un peu titillé, je suis allé voir. J'ai l'impression que j'ai vu une autre personne. Et puis depuis le début de l'année, on va dire depuis le début de la saison, avec aussi la dernière finale contre Liverpool qui gagne, je pense qu'il a passé un premier cap. Ouais. Mais l'histoire du football, c'est un perpétuel recommencement. Et puis il faut être tous les jours performant.
C'est-à-dire ne pas se satisfaire du match qu'on a fait aujourd'hui en se disant que le match qui va venir va être plus difficile que celui qu'on vient de terminer. Et partant de ce fait, on a vu quelqu'un qui est en train de d'éclore. Moi, quand je dis quand on a vu quelqu'un qui est en train de d'éclore, mais quelqu'un qui arrive comme ça en trombe. Quand je dis en trombe, c'est parce qu'il a les qualités. Le gamin, il est capitaine de Strasbourg. Il a 20 ans. Ah là, tu parles d'Abidjan. Voilà. Il a 20 ans. À un moment, on se disait, bon oui, Strasbourg, ça vient de monter, ça vaut ce que ça vaut. On regarde les matchs qu'Habib nous fait. On est tous étonnés parce qu'on en veut même un peu à Aliou Cissé pour ne pas le titulariser et ne pas le mettre dans les meilleures conditions. Pape Thiaw arrive. Je ne dis pas, il lui donne les clés du camion, mais il arrive, il lui fait confiance. Et Habib arrive, il nous sort des matchs incroyables. Il te dénoue des matchs. Aussi, surtout ça, ouais. Il te dénoue des matchs. Il fait un travail box-to-box incroyable. Il te ratisse tous les ballons en essuie-glace. Et en plus, il est là offensivement. Il te met des buts. Il a sa qualité de frappe. Ouais. Et en dehors de ça, on sent que c'est quelqu'un de mature. Et c'est quelqu'un qui peut porter une équipe. Moi, personnellement, aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a 2-3 ans, je t'aurais dit Ismaël Assar. Ouais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le prochain patron. Quand je dis patron, c'est-à-dire le leader, le capitaine avec le brassard, c'est Habib Diarra. Habib Diarra. Donc, je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Alors, juste avant de finir aussi une dernière question, parce qu'on va un petit peu se projeter. Il y a des grosses échéances qui attendent le Sénégal. Il y a la CAN. Et la CAN, parce qu'il y a ce goût, je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont encore en train de la gorge par rapport à ce qui s'est passé justement. En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Comment vois-tu le parcours et pour toi, quelles sont les chances de cette équipe pour la CAN au Maroc? Parce qu'on sait justement que le Maroc sera très très attendu, mais le Sénégal aussi. Ben, le Sénégal reste favori. De toute façon, Mansour, on a toujours été favori, même quand on n'avait pas de grande équipe. Le Sénégal a toujours été favori pour la CAN. Parce qu'on a toujours eu 2 grands joueurs, 1 ou 2 ou 3 grands joueurs qui faisaient en sorte que quand on parlait du Sénégal, c'est le Sénégal. Ils ont Moussa Sow. Je vous donne un exemple. C'est le Sénégal. Ils ont El Hadji Diouf. C'est le Sénégal. Ils ont Sadio Mané. Je donne des petits exemples comme ça. C'est le Sénégal. Ils ont Bokandé. On a toujours été favoris pour les CAN. Même quand on n'avait pas une équipe qui performait, même quand on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on a toujours été mis dans la peau du favori. Je ne me rappelle pas d'une CAN. De toute façon, moi, de mon expérience de supporter et d'analyste aujourd'hui, je ne me rappelle pas d'une CAN. Mansour, je ne sais pas, peut-être que tu peux me rafraîchir la mémoire, mais je ne me rappelle pas d'une CAN où on a dit que le Sénégal n'est pas favori. Même quand on va en Guinée équatoriale et qu'on se fait 3 défaites en 3 matchs, on arrive comme favori en Guinée équatoriale. Parce qu'avec Amara, on fait un super parcours en éliminatoire. Donc c'est pour dire que je ne me rappelle pas, on a toujours été favori. Là encore plus, parce que on passe un cap. Quand je dis on passe un cap, on change de vision, on change d'entraîneur. On l'a vu dans les quelques matchs qu'il y a. Et moi quand je dis, il faut toujours relativiser les matchs, parce que on peut jouer les îles Papou, on gagne 6-0, demain on dit que le Sénégal est favori pour gagner la Coupe du Monde. Non, ça veut rien dire, ça dépend de l'adversaire. C'est pour cela que je dis il faut relativiser. Mais quand on relativise aussi, on observe, on voit qu'il y a des améliorations. Par exemple sur le jeu offensif, au milieu de terrain, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des apports. Je pense que cette équipe est devenue beaucoup plus joueuse, et ce qu'on reprochait un peu au pragmatisme d'Aliou Cissé, qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique. Il aurait pu nous faire gagner encore 2 autres pour moi, c'est un avis personnel, parce qu'on a une très grosse génération. Mais moi je continue à dire, avec ces jeunes qui arrivent, et puis cette intelligence, on va dire, de dosage que Pape Thiaw est en train d'essayer de mettre dans cette équipe-là, en faisant des mélanges subtils, en laissant un peu les cadres sur les postes clés, et en faisant tourner un peu ces jeunes qui arrivent, qui sont insouciants et qui ont envie aussi d'écrire leur propre histoire. Donc je pense que cette équipe-là aussi va être très dangereuse. Et pour la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, déjà, on a 2 matchs. Oui, c'est ça qu'on Pardon, on a 2 matchs très difficiles. Tout le monde parle de la RDC, mais moi je veux déjà résoudre le problème du Soudan dans quelques jours. Je pense que c'est surtout ça le plus important, c'est de se mettre dans la peau de celui qui vient et qui prend le maximum de points. Et le maximum de points, c'est de passer par 2 victoires. Ça va pas être facile en RDC, mais je vais pas dire que je suis plus à l'aise dans ce match-là. J'aurais été plus anxieux avec Aliou Cissé sur le déplacement en RDC. Pourquoi ?
parce que je sais que c'est quelqu'un qui allait venir, qui allait bétonner, qui allait essayer de ne pas perdre en fait sur tout ça. Par contre, avec ce que je vois, je peux me tromper, mais avec ce que je vois avec Pacquiao, je pense que c'est quelqu'un qui va aller pour gagner. Donc, s'il va dans cet esprit-là, et si on fait le travail aujourd'hui, le 5 septembre contre le Soudan, oui, j'espère, bien sûr. Et puis bon, on a pris goût à la Coupe du Monde, nous le Sénégal. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus parler pour reprendre une phrase d'El Hadji Diouf, on ne peut plus parler de Coupe du Monde sans parler de la qualification du Sénégal. Non, mais c'est pour dire que juste qu'on a les qualités, on a les moyens. On a aujourd'hui une nouvelle vision de jeu qui pour moi elle est hyper satisfaisante. En dehors de cette stabilité défensive, on a aujourd'hui cette prise de risque offensive et puis cette insouciance justement des joueurs comme Lamine Camara, comme Habib Diarra, comme Iliman Ndiaye qui peuvent apporter un peu cette folie dont on a besoin pour retrouver un peu l'ADN du football sénégalais parce qu'on l'a perdu depuis très longtemps. Oui, Mansour, je dirais que je suis confiant. Et puis bon, comme je dis toujours, si on n'est pas confiant, c'est pas la peine de jouer. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'était la consultation du docteur Gandour, que vous pouvez retrouver donc sur tous nos canaux. Je pense qu'on en a beaucoup appris sur le consultant, sur même le pharmacien aussi. Allez à la pharmacie si vous voulez parler foot. Mais bon courage parce qu'apparemment c'est un peu tendu. C'est tendu. Et puis bon, on va suivre un petit peu tout ça, ce qui se passera à la CAN et peut-être aussi pour la Coupe du Monde pour le Sénégal. Richard, c'était un plaisir comme d'habitude. Ouais, mais c'était surtout un plaisir de rencontrer le docteur Gandour au Sénégal. Au Sénégal, parce que c'est un projet de longue date. En tout cas, je remercie le docteur parce que c'est quelqu'un de très agréable. Comme vous le voyez parler de foot, il peut parler de foot de 6h à 24h. En tout cas, pour moi... C'est pour ça qu'on a mis juste une heure, parce que sinon... Voilà. Non, mais c'est comme je dis, moi d'abord je vous remercie, Mansour et Richard, vous êtes des petits frères. Merci. Ça c'est chez nous africains. Mais dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous êtes des grands à moi, vous êtes des exemples, parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette profession-là. J'apprends beaucoup de vous. Merci. Ça, c'est très important. Je pense que c'est surtout ça. Et puis bon, le plaisir, il est partagé. Moi, Richard et Mansour, je pense qu'on va pas déballer tout ce qu'on fait pendant toute l'année, pendant toute la semaine. On échange toujours. Moi, c'est un plaisir de voir Mansour dans Talent d'Afrique. Quand je le vois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis là-bas, parce que ça me fait plaisir, parce que d'abord c'est un compatriote déjà, sans être chauvin, mais en plus c'est dire que c'est quelqu'un qui connaît son métier, et puis Richard aussi. Je pense que tout le monde peut parler de la fougue de Richard, de celui qui va apporter un peu, mais bon, Richard c'est le piment de nos groupes, c'est le piment qu'il faut mettre un peu dans nos plats là pour qu'il soit bon. Et puis bon, pour terminer, c'est juste pour dire, vous savez, on s'est retrouvés, on a parlé de football, mais c'est juste pour dire quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai l'habitude de le dire et de le dire à tout le monde. Pourquoi je suis à l'aise dans le football? Parce que pour moi, le football, c'est la projection de la vie sur un rectangle vert. Ah oui, voilà, la projection de la vie sur un rectangle vert. Je rappelle que le docteur Gandour, il est très fier d'être sénégalais. Mais ça, il y a quelque chose que j'ai retenu. Je n'avais jamais entendu parler de Wolof. Vraiment, docteur, un petit mot en Wolof pour partir. Waaw, mais tey moom kay dinaa leen wax dama kontaan tey di toog ak sama rakk yi, sama rakk Mansour ak sama rakk Richard, di wax leen tey Richard Camerounais la, xam nga bon ñun ñëpp ay africains lañu, mais moom Camerounais dafa ñëw Sénégal. léegi ñun dañ ko jox teranga ba xamatul est-ce que moom dina dellu siaat je confirme Cameroun wala dina dellu siaat France dinañ ko bàyyi fii léegi dinañ étudier dossier am ci seet est-ce que dinañ ko jox nationalité mu toogaat Sénégal. Exactement. Jërëjëf, ce sera le mot de la fin pour ce podcast. Allez, à très très bientôt pour une nouvelle émission.